Je m'appelle Hélène Cartier. J'ai 34 ans et je suis actuellement spécialiste en recherche de politique de développement durable, basée à Paris. Ma vie est rythmée par les chiffres, les tableaux de données et les modèles économiques qui semblent impersonnels. Mais cette nuit-là, sous les lumières éblouissantes d'un gala de bienfaisance de 15 millions d'euros à New York, toute la raison en moi s'est brisée comme un verre tombant sur du marbre. Je venais de monter sur scène, mes mains serrant encore la pile de documents que j'avais passé des mois à préparer. Lorsque le présentateur a hésité et que son regard a dérivé derrière moi, mon père s'est levé au premier rang et a agité la main avec enthousiasme comme s'il présentait un héros. Depuis la section de droite, ma sœur Manon, dans une robe de soie émeraude scintillante, s'est avancée directement sur scène comme si ce moment avait été fait pour elle seule. Personne ne s'est tourné pour me regarder. Toute la salle s'est détournée. Je suis restée là, figée, et j'ai réalisé que cette prise de contrôle n'était pas accidentelle. Manon m'a souri comme pour dire « Tu devrais t'y habituer ». Avez-vous déjà eu un membre de votre famille qui vous a volé votre travail juste au moment où vous étiez sur le point de briller ? Vous êtes-vous déjà senti invisible au moment exact où vous méritiez d'être reconnu ? Si mon histoire vous touche, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si quelqu'un vous a déjà volé la vedette que vous avez tant travaillé à mériter. Car juste après cela, je vous raconterai toute la vérité derrière cette soirée de gala et pourquoi je ne suis pas descendue de scène. Je suis née et j'ai grandi dans une maison coloniale à 2 étages dans la banlieue de Versailles. Des murs crème, des encadrements de fenêtres blancs et une longue table à manger en noyer où se déroulaient nos conversations familiales. Ou plus exactement, où les directives étaient imposées et les rôles attribués dès le plus jeune âge, bien avant que je ne comprenne pleinement le sens de la louange ou d'un regard en coin. Je suis l'aînée, Hélène Cartier, prudente, posée et toujours ponctuelle. Manon, ma sœur cadette, est celle qui peut faire tourner toutes les têtes dans une pièce. Elle parle facilement, sourit avec éclat et a le don de faire sentir les autres importants. Je ne déteste pas Manon, je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai toujours connu ma place dans ce portrait de famille. Pas le point focal, mais l'arrière-plan. J'étais une excellente élève dès l'école primaire. Je réussissais tous les examens et tous les projets scientifiques sur lesquels je travaillais étaient choisis pour représenter le district. Mais quand ma mère parlait aux proches, elle ajoutait toujours « Elle travaille tellement dur, mais c'est sa sœur qui a vraiment le don de la communication. Elle ira loin. » Quand j'ai reçu une bourse complète pour l'école normale supérieure, ENS, lors de la célébration à la maison, ma mère a posé sa main sur l'épaule de Manon et a dit « Si tu étudiais un peu plus comme ta sœur, tu pourrais même la surpasser. » Ce commentaire, censé encourager, a fait applaudir toute la pièce pour ma sœur. Je n'ai pas beaucoup de photos personnelles de souvenirs. Chaque fois que je recevais un prix, Manon était souvent appelée avec moi. Les sœurs Cartier, le duo parfait, était une phrase familière qu'un membre de la famille lâchait. J'étudiais pour être reconnue. Ma sœur est reconnue simplement pour sa présence. Mon père travaillait dans la finance. Ma mère était professeure de lycée, maintenant à la retraite. Tous deux se souciaient de la réussite, mais ils définissaient le succès par la capacité à faire bonne impression. Être la plus intelligente ne gagne pas toujours. Mon père disait, c'est la personne dont on se souvient. Cette phrase allait à Manon comme une couronne invisible. Je me suis lancée dans l'économie parce que j'étais obsédée par les choses qui pouvaient être prouvées par des chiffres. En chiffres, personne ne peut me voler le mérite. Diplôme, notes, thèse, graphique, voilà les choses en lesquelles j'avais confiance dans un monde où la présence et l'esprit de Manon me faisaient souvent me sentir invisible. Je me souviens d'un Noël où j'ai passé des semaines à écrire un essai approfondi sur l'inégalité dans l'allocation budgétaire dans les départements à population défavorisée. Cette recherche a ensuite été publiée dans une revue académique. Mais cette nuit-là, lors du dîner de famille, tout le monde s'est rassemblé autour de Manon pour lui poser des questions sur une campagne médiatique à laquelle elle avait participé bénévolement. Même si elle n'avait envoyé qu'un email de parrainage et pris quelques photos, les gens la louaient pour ses qualités de leadership. Et moi ? Je m'étais assise dans un coin, tenant une tasse de thé chaud, souriant comme si je m'étais habituée à passer inaperçue. Le même soir, ma mère m'a dit « Tu fais de grandes choses, mais si tu partageais plus avec ta sœur, ce serait mieux. »
Vous deux étant également visibles ferait une belle image. Je n'ai jamais rien refusé à Manon. Je l'ai toujours laissé lire mes brouillons, je lui ai expliqué des concepts difficiles, j'ai même écrit l'introduction de sa présentation universitaire. Je ne pensais pas être utilisée à l'époque, et je pensais faire le travail discret pour que Manon puisse briller. J'avais tort. Après avoir reçu une bourse complète pour le programme de doctorat à l'école polytechnique, ma mère a organisé une petite fête. Je pensais que les choses seraient peut-être différentes. Mais au moment où je suis entrée dans le salon, toute l'attention s'est portée sur Manon alors qu'elle montrait avec enthousiasme une bague de fiançailles. Qui aurait cru qu'elle se marierait avant Hélène? Ma mère a ri. Ta sœur est pleine de vie pendant que tu es enterrée dans les livres. J'ai souri, j'ai offert mes félicitations et j'ai discrètement rangé la lettre de bourse dans mon sac. Personne ne m'a jamais demandé ce dont je rêvais au-delà des études. Peut-être pensait-il que j'étais destinée à travailler en coulisses, mais j'ai un cœur et de l'amour-propre. Je voulais aussi que quelqu'un s'illumine en entendant mon nom. Pas parce que je suis la sœur de Manon, mais pour qui je suis. J'ai quitté Versailles après avoir terminé mon doctorat pour accepter un poste à l'Institut pour les politiques de développement durable à Paris. Là, j'écris des analyses économiques nationales, je rencontre des ONG et j'aide à élaborer des propositions pour améliorer l'allocation budgétaire des régions en difficulté économique. Le travail n'est pas glamour, mais chaque fois que je vois mon rapport cité dans les audiences parlementaires, j'ai l'impression de vraiment contribuer au changement. Personne dans ma famille ne comprend vraiment mon travail. Mon père m'a demandé, « Tu prévois de te présenter à un poste électif ou tu vas juste continuer à écrire des rapports ?» Ma mère a toujours pensé que je deviendrais professeur comme elle. Manon a poursuivi des études en communication, n'a pas de diplômes avancés, mais un vaste réseau, et sait comment se faire remarquer à tout événement. Quand j'ai été invitée à être l'oratrice principale du Gala international de bienfaisance, j'ai pensé, c'est une chance pour ma famille de voir que ce que je fais compte. Je n'avais pas besoin de lumière de scène. J'avais juste besoin d'être appelée par le bon nom et au bon endroit. Mais quand je me suis tenue sur cette scène ce soir-là et que j'ai vu mes parents agiter Manon en avant à ma place, j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient jamais vraiment vue. Ils ne voyaient qu'une silhouette silencieuse qu'ils pouvaient arranger à leur guise. Quant au feu de la rampe, ils ont toujours supposé que Manon les méritait. Ce soir-là, toute la famille s'est rassemblée autour de la longue table à manger de l'ancienne salle à manger de mes parents dans la banlieue de Versailles. Le lustre en cristal projetait une douce lueur sur l'argenterie que ma mère ne sortait que pour ce qu'elle considérait comme des occasions spéciales. Manon était assise au centre, en face de moi, gesticulant constamment en décrivant une nouvelle campagne médiatique qu'elle co-consultait. Mon père souriait et hochait la tête, et ma mère continuait à verser plus de vin dans son verre. Je me suis assise tranquillement en coupant un morceau de saumon, attendant mon tour pour qu'on me pose des questions. J'ai reçu l'invitation officielle, ai-je dit, posant doucement mes couverts et regardant ma mère. Ils veulent que je sois l'oratrice principale du gala du Fonds de développement mondial le mois prochain à New York. C'est l'un des événements les plus importants sur la politique durable cette année. Manon a levé les yeux, haussant un sourcil. Ma mère a posé son verre de vin et a tapé sur la table en bois comme pour peser sa réponse. Mon père a simplement versé plus de soupe dans son bol. J'ai attendu au moins des félicitations formelles. Le secrétaire général de l'ONU sera également présent, ai-je ajouté, essayant de garder un ton posé. Et les PDG de 3 des plus grandes entreprises financières du pays. Manon a ri doucement. C'est impressionnant. Que dois-je porter? Ne t'inquiète pas, ma mère a coupé, d'un ton joyeusement optimiste. Je pense que tu devrais laisser Manon te présenter sur scène. Tu es douée en recherche, mais tout le monde sait que tu peux être un peu sèche quand tu parles. J'ai figé. Que veux-tu dire? C'est juste une brève introduction, a-t-elle poursuivi, versant plus de vin dans le verre de Manon. Manon a le don d'engager les foules. Toi, tu apportes le contenu. Un partenariat serait mieux. Je me suis tournée vers mon père. Qu'en penses-tu? Il ne m'a pas regardé. Ta mère a raison. Cela rendra la conférence plus fluide, plus accessible. J'ai serré mes mains sous la table. J'ai été invitée grâce à un projet de recherche de 2 ans, pas parce que j'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir.
Ne fais pas d'histoire, a dit Manon, posant sa fourchette et penchant la tête comme pour m'apaiser. Tu n'as pas à tout porter. Je vais juste aider à apaiser la tension. Tu appelles ça de l'aide? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour chauffer la salle. J'ai besoin de reconnaissance pour mon travail. Le silence est tombé sur la table pendant quelques secondes. Puis mon père a poussé un petit rire. Hélène, ne sois pas dramatique. Notre famille travaille toujours en équipe. Personne n'est une étoile seule. Je n'ai pas répondu. La nourriture était froide depuis longtemps, mais un goût salé s'est accumulé au coin de ma bouche. Je ne savais pas si c'était le plat ou une humiliation grandissante. J'ai parcouru la table du regard. Personne n'écoutait vraiment. Ils ne me voyaient pas comme Hélène, la femme qui a dédié sa jeunesse à la recherche de solutions politiques à impact mondial. Ils voyaient une version élargie de Manon, un arrière-plan pour son éclat. Manon a ajouté plus de salade, parlant comme si l'affaire était déjà réglée. Alors, de quelle couleur doit être la robe? Je pense que l'émeraude sera parfaite. Elle ressortira sur scène sans éclipser personne. J'ai repoussé ma chaise, me suis levée et lentement plié ma serviette. Je n'ai pas accepté cela, ai-je dit, regardant ma mère. Et je n'accepterai pas, ma mère a cliqué sa langue comme si j'étais une enfant boudeuse. Hélène, ne gâche pas l'ambiance. Est-ce vraiment si grave? Je suis restée silencieuse. Ma poitrine était oppressée, mais mes mains avaient cessé de trembler. J'ai quitté la salle à manger, passant devant le couloir tapissé de photos de famille, principalement Manon lors de remises de diplômes, d'anniversaires et de réunions de famille. Si j'apparaissais sur l'une d'elles, j'étais généralement debout sur le côté avec un sourire forcé, tenant un gâteau ou une pile de papier. Dans la voiture, je suis restée immobile pendant quelques minutes alors que la lumière du Porsche projetait une lueur jaune sur le pare-brise. Ma colère n'a pas éclaté. Elle s'est assise tranquillement comme un lac gelé sous le brouillard. Mais j'ai compris que si je ne faisais rien, il continuerait à me faire ce qu'il m'avait toujours fait. Personne ne m'avait en fait donné ma place dans cette histoire. Si je voulais monter sur cette scène en tant que moi-même, je devrais la prendre, non pas en suppliant, mais par une action incontestable. Le lendemain matin, je suis arrivée à l'institut plus tôt que d'habitude. Le bureau bourdonnait d'un rythme tranquille de papier feuilleté, de frappe au clavier et de l'imprimante. J'ai préparé une tasse de café noir et me suis assise à mon bureau, mais mon esprit ne pouvait pas se concentrer sur le rapport affiché à l'écran. Les phrases de la nuit dernière ne cessaient de se répéter dans ma tête. J'ai vérifié mes emails professionnels pour le calendrier de la semaine. Une ligne d'objets ressortait en gras et m'a fait tressaillir, personnel de soutien du gala du Fonds de développement mondial. L'email avait été envoyé depuis l'adresse de Manon aux organisateurs du gala, bien que je sois la personne officiellement invitée. Ce qui m'a stupéfaite, ce n'est pas que Manon les ait contactés, mais ce qu'elle a écrit. Hélène Cartier est une spécialiste en recherche exceptionnelle. Cependant, elle peut être tendue dans les environnements bondés et peut avoir des difficultés à traduire des idées complexes en un langage accessible. Forte de mon expérience en communication, je me suis portée volontaire pour la soutenir lors de l'ouverture afin de garantir le bon déroulement de la présentation et d'éviter toute situation indésirable. En dessous, j'ai vu la ligne CC familière, mère, père. Ils n'ont pas seulement lu cet email. Ils ont répondu, chère Manon, tes parents sont entièrement d'accord. Tu es un merveilleux pont entre Hélène et les publics. Je suis sûre que le gala sera plus impressionnant avec l'apparition des deux sœurs. Signé, Cynthia et Robert Cartier. Je suis restée immobile devant l'écran, les paumes froides. J'avais l'impression que quelqu'un avait plongé sa main à l'intérieur et m'avait serré la poitrine jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Il ne suggérait pas seulement que Manon me présente. Il prenait des mesures pour me pousser hors de mon propre rôle. J'ai vérifié l'historique de mes appels téléphoniques. Un numéro étrange avec l'indicatif régional de Versailles avait appelé ma ligne professionnelle 3 fois au cours des 2 derniers jours. J'ai eu un pressentiment, alors j'ai appelé Margot, l'assistante de la directrice. Bonjour, Margot. Quelqu'un a-t-il appelé la directrice au sujet de ma présentation de gala cette semaine? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Oui,
quelqu'un a appelé hier. Il a dit qu'il était votre père, Robert Cartier. Il voulait vérifier si notre institut désignerait un représentant en communication pour vous accompagner. Il a mentionné qu'un membre de la famille, connaisseur des médias, était disponible pour présenter en votre nom si nécessaire. Je me suis effondrée sur ma chaise, les mains pressant mes tempes. Merci, Margot. Pourriez-vous s'il vous plaît ne pas partager cela avec qui que ce soit? J'ai besoin de quelques jours pour gérer ça. Sa voix s'est adoucie. Je comprends. Si vous avez besoin de soutien supplémentaire, faites-le moi savoir. J'ai raccroché. Il n'y avait plus aucun doute dans mon esprit. Ma famille, ceux qui disaient toujours qu'ils voulaient seulement que je réussisse mieux, essayaient de me pousser hors de ce que j'avais construit. J'ai rouvert l'email original des organisateurs du gala. La pièce jointe incluait la liste des orateurs et des notes. J'étais répertoriée comme l'oratrice principale et le contenu du discours était basé sur la recherche que j'avais soumise. Il n'y avait pas d'autre nom sous la section des substituts autorisés. Il n'y avait de place pour personne d'autre que moi sur cette scène. J'ai imprimé tout le fil de discussion des emails, y compris le message original, le message de Manon, les réponses de mes parents, et j'ai mis une copie dans mon dossier personnel à l'Institut. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi plus tôt que d'habitude. En chemin, je me suis arrêtée dans un petit café près de Saint-Germain-des-Prés. J'avais besoin d'un endroit calme pour tout remettre en ordre. Pendant que j'étais assise là, décortiquant chaque détail de l'email, mon téléphone a vibré. Un message de Manon: je viens de finir mon essayage de robe. La robe de soirée bleu nuit ressortira vraiment sous les lumières de la scène. Je pense qu'elle mettra en valeur l'atmosphère élégante. Tu as choisi la tienne? Pas une seule question sur le discours, sur le contenu de la recherche, sur le travail que j'avais passé 2 ans à construire. Seulement les lumières, les robes et l'image. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et écrit un nouvel email envoyé directement à Éléonore Dubois, la coordinatrice du programme du gala. Chère Éléonore, je vous écris pour reconfirmer que la présentation au Gala du développement mondial sera délivrée par moi, Hélène Cartier, qui a été officiellement invitée. Il n'y aura pas de co-orateur ni de représentant. Je demande également aux organisateurs de n'autoriser l'accès à la scène pour cette présentation qu'aux personnes munies d'accréditation officielle d'orateur. J'attends votre confirmation. Je l'ai relue, éditant chaque phrase jusqu'à ce qu'elle soit claire, hermétique et dénuée d'émotion. Puis j'ai cliqué sur envoyer. 10 minutes plus tard, Éléonore a répondu: nous apprécions votre proactivité, Dr. Cartier. Nous avons pris note de votre demande et mettrons à jour notre politique d'accès à la scène en conséquence. Des bracelets verts seront distribués aux orateurs autorisés. Personne d'autre ne sera autorisé sur le podium sans confirmation écrite de notre part. C'est un plaisir de travailler avec vous. Je me suis redressée sur ma chaise, sentant après de nombreux jours quelque chose de solide sous mes pieds. Ma famille pouvait convaincre des étrangers que j'avais besoin d'aide, mais à ce moment-là, sur cette scène, j'étais la seule personne à avoir l'autorité de décider. Le samedi après-midi, je suis rentrée à mon appartement après une réunion avec l'équipe de modélisation des finances publiques à l'Institut. Le ciel extérieur était recouvert d'une fine couche de nuages gris qui tamisait la lumière du couloir dans une tonalité sourde. Je suis entrée chez moi, j'ai posé mon sac sur le canapé, j'ai enlevé mon manteau et j'étais sur le point de me verser un verre d'eau quand quelque chose m'a fait une pause. L'appartement était complètement silencieux comme toujours, mais l'air semblait étrange. Un petit frisson a effleuré la nuque. Les fenêtres étaient fermées. Les lumières de la cuisine étaient éteintes. Il n'y avait aucun signe évident d'effraction, mais mon intuition m'a dit de vérifier plus attentivement. Je suis allée dans mon bureau où je gardais mon ordinateur portable et mes documents de recherche. Sur le bureau, la pile de diapositives imprimées que j'avais préparée pour comparer avec le fichier électronique était désordonnée. Elle n'était plus dans l'ordre que j'avais arrangé. Quelques graphiques avaient été glissés dans l'introduction, et le tableau d'analyse détaillé du chapitre 3 était maintenant à la fin. J'ai tiré une chaise et ouvert mon ordinateur portable. Le fichier principal affichait une date de dernière modification d'hier matin alors que j'étais en réunion à l'Institut de 8h après-midi. Ça ne pouvait pas être moi.
J'ai ouvert les diapositives de sauvegarde que j'avais stockées séparément et j'ai utilisé la fonction de comparaison. En moins d'une minute, l'écran a affiché une liste de changements. Près d'un tiers du contenu avait été modifié. Plusieurs chiffres sur les flux de financement pour le développement de l'éducation avaient été inexplicablement réduits. Les annotations sur le graphique d'allocation budgétaire ne correspondaient plus au rapport original. Et le pire de tout, une page avait été insérée intitulée « Vue d'ensemble du rôle de la communication dans l'engagement politique », un sujet ne relevant pas du champ de ma recherche. J'ai feuilleté les diapositives imprimées, traçant les notes ajoutées écrites d'une encre bleue familière. Un coin indiquait « Mettre l'accent sur les éléments émotionnels ». Ajouter des exemples concrets. Une autre note disait « Cette phrase est trop académique. Laissez-moi la réécrire ». Cette écriture ne pouvait être confondue. C'était celle de Manon. Je me suis levée et je suis allée directement à la cuisine, j'ai ouvert le deuxième tiroir à gauche où ma mère gardait un jeu de clés de rechange pour les urgences. Je ne les avais jamais déplacées. L'erreur était la mienne. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Hélène, as-tu donné à Manon une clé de rechange de mon appartement ?» J'ai demandé directement. Ma mère est restée silencieuse une seconde, puis a parlé comme si ce n'était rien de grave. Elle a dit qu'elle voulait t'aider à préparer ta conférence. Les sœurs s'entraident, tu sais. Est-ce que je lui ai demandé de l'aide ? J'ai gardé ma voix calme. Hélène, ne sois pas si sensible. Elle veut juste rendre ta conférence plus accessible. Tout le monde ne comprend pas les graphiques compliqués. De plus, elle n'a pas changé le contenu principal. Je l'ai coupé. As-tu lu le contenu ? Elle a changé les chiffres. Elle a réécrit une partie du texte pour souligner le rôle de la communication, quelque chose qui ne figurait pas dans ma recherche originale. Si je présente cette version modifiée, je serai jugée comme ne comprenant pas mon propre travail. Ma mère a soupiré. Hélène, tu es toujours si rigide. Manon essaie juste d'améliorer les choses. Tu devrais apprendre à accepter de l'aide. Non, ce n'est pas de l'aide quand quelqu'un entre chez toi sans permission et altère ton travail. Elle n'a pas répondu. J'ai raccroché avant que l'émotion ne puisse se transformer en mots. Je me suis affalée sur une chaise de cuisine. Une main soutenait mon front. L'autre serrait un verre d'eau froide jusqu'à ce que la glace s'entrechoque. J'avais l'impression que tout ce que j'avais construit au cours des 2 dernières années était en train d'être défait par les personnes qui n'arrêtaient pas de me dire qu'elles m'aimaient. J'avais déjà abandonné la vedette. J'avais laissé ma sœur se tenir à mes côtés lors de moments importants parce que la famille insistait. Mais cette présentation, cette recherche, cette conférence, c'était des choses que j'avais payées de mon temps, de mes efforts et de ma confiance en moi. Et maintenant, ils essayaient de m'enlever même cela. J'ai passé le reste de la soirée à restaurer les diapositives, en supprimant toutes les annotations étrangères, en vérifiant chaque chiffre par rapport au rapport original, et en créant une autre sauvegarde cryptée avec un mot de passe privé. Tout a été enregistré sur un disque dur externe verrouillé dans le coffre-fort de mon armoire avec une combinaison. J'ai également envoyé une copie à une adresse email personnelle secondaire en cas de risque. Avant de dormir, j'ai collé une grande feuille de papier sur l'écran de mon ordinateur avec une ligne manuscrite noire en gras. Personne n'est autorisé à réécrire son propre rêve sauf soi-même. J'ai éteint la lumière, mais à travers l'obscurité, la faible lueur de la ville à travers les rideaux était suffisante pour montrer la valise au pied du lit. Dans ma tête, il n'y avait plus de colère, seulement le silence dur de quelqu'un qui avait épuisé sa patience d'être frappé par derrière. Et j'ai compris qu'une vraie résistance ne commence pas par une déclaration. Elle commence par une action irréversible. Le mardi à midi, je venais de quitter une réunion avec l'équipe du bureau du budget fédéral quand mon téléphone a sonné. Le nom à l'écran était quelqu'un dont je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles à ce moment-là, le professeur Richard Dubois. J'ai figé quelques secondes. Il était le mentor qui m'avait guidé pendant mes études supérieures. La personne qui m'avait d'abord encouragé à poursuivre la recherche politique plutôt que de faire carrière dans le conseil financier, comme ma famille l'espérait. Je suis entré dans le couloir où la lumière du soleil sur le sol carrelé créait de longues et chaudes traînées et j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. Allô, Hélène.
Sa voix était aussi stable et grave que le jour où j'avais travaillé comme son assistante de recherche à Polytechnique. Je m'excuse d'appeler à l'improviste, mais je pense que cela ne peut pas attendre. Que se passe-t-il? J'ai demandé. Je suis en train d'examiner une demande de subvention à la Fondation Vanguard pour des projets d'intervention fiscale dans les départements du Sud. Il y a un résumé exécutif là-dedans qui correspond à 90% à votre recherche. L'approche d'analyse, les tableaux de données, même le modèle d'évaluation. C'est tout ce que vous avez développé pendant votre doctorat. J'ai serré le cadre de la fenêtre. Mes paumes ont transpiré froidement. La candidate répertoriée comme auteur principal est Manon Cartier, a-t-il dit lentement. Il m'a fallu quelques secondes pour retrouver ma voix. Êtes-vous sûr que c'est le même contenu que mon étude? Je vous ai enseigné pendant 5 ans, Hélène. Je me souviens de la façon dont vous avez construit chaque graphique. Ce n'est pas un simple plagiat. C'est un vol intellectuel. J'ai posé mon front contre la vitre froide. L'air me semblait mince dans mes poumons. Les lignes de l'email de la veille, l'écriture brouillonne sur les diapositives, le regard trop confiant de Manon lors du dîner de famille, tout s'est assemblé en une vérité indéniable. A-t-elle soumis les documents originaux? J'ai demandé, essayant de garder un ton stable. Elle l'a fait, et habilement, seulement le résumé, pas le document complet. Mais je leur ai demandé plus de détails. Si vous voulez, je peux vous partager ce que j'ai reçu d'eux. Je les remercie avec toute la gratitude que je pouvais rassembler à ce moment-là. Après l'appel, je suis retournée directement à l'Institut. J'ai confié le reste des tâches de la journée à mon équipe. Cet après-midi-là, je me suis rendue à l'appartement de ma tante Evelyne, la sœur de ma mère, à environ 20 minutes de route du centre-ville de Paris. Tante Evelyne était la seule membre de ma famille qui m'avait toujours regardée sans survoler, sans comparer, sans me faire la leçon. Son appartement au 3e étage sans ascenseur avait un balcon plein de dahlias violets et de menthe. Elle venait de préparer une théière de thé à la réglisse. L'arôme était doux dans la cuisine douillette. Je me suis assise sur la chaise en bois près de la table et j'ai lentement raconté tout, depuis ma mère donnant la clé de rechange à Manon, l'email de Manon aux organisateurs du gala, jusqu'à l'appel de ce matin du professeur Dubois. Ma tante n'a pas interrompu. Elle s'est simplement assise, la main sur la cuillère, le visage ridé par les années, mais les yeux toujours brillants. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête. Hélène, je sais que tu espérais qu'un jour il reconnaîtrait tes efforts, mais le problème, c'est qu'ils ne t'ont jamais vraiment vu, n'est-ce pas? Je suis restée silencieuse. Ma tante était comme toi, a-t-elle dit, tournant la tasse de thé dans ses mains. Il y a des années, j'ai étudié le génie civil et j'ai obtenu mon diplôme avec les meilleures notes de ma promotion. Mais ta mère a toujours prêté plus d'attention à ma sœur aînée. Ta mère maintenant, parce qu'elle savait parler, comment faire croire aux gens qu'elle se souciait d'eux? J'ai levé les yeux, surprise. Tante Evelyne n'avait jamais parlé de ce passé à personne dans la famille. Elle a un jour pris mes plans de projet, modifié quelques lignes et les a envoyés au département sous son nom. Quand elle a été appelée pour l'entretien, elle a souri et a dit « Je l'ai juste aidé à mieux le présenter ». C'est la même chose que Manon te fait. J'ai mordu ma lèvre. Les larmes ont soudain monté. La solitude qui me pressait était comme un brouillard qui avait trouvé un phare. « Que as-tu fait ?» J'ai demandé doucement. Ma tante a quitté le domaine, a-t-elle dit simplement. J'ai enseigné l'art au lycée à la place. Non pas parce que je manquais de capacité, mais parce que je les ai laissés redéfinir ma valeur. J'ai serré sa main. Ne laisse pas l'histoire se répéter, a-t-elle dit, les yeux fixes. Cette fois, laisse la bonne personne monter sur scène. J'ai quitté sa place alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient. Les phares peignaient de longues traînées sur la route mouillée. Le sentiment en moi avait dépassé la colère ou la déception. C'était de la clarté, une résolution qu'aucune explication ne pouvait faire dérailler. Quand je suis rentrée, j'ai changé tous mes mots de passe de stockage, supprimé les anciens brouillons de mon ordinateur et envoyé la recherche originale, déjà enregistrée pour le droit d'auteur, à la Fondation Vanguard avec une lettre de confirmation de l'Institut. J'ai demandé une vérification de la propriété intellectuelle et les ai informés que le matériel avait été soumis de manière inappropriée sous un nom non autorisé.
Puis j'ai ouvert mon téléphone et envoyé un court message à Manon: je suis au courant de la soumission à la Fondation. Pas de point d'interrogation, pas d'émotion, juste un fait froid attendant d'être confronté. Le lendemain matin, je me suis rendue au bureau de Maître Jean Dupont, un avocat spécialisé dans les litiges de propriété intellectuelle dans le monde universitaire et la recherche. Il avait représenté un professeur de l'Université de Paris dans un litige d'auteur similaire et avait gagné après près d'1 an de litige. J'ai apporté tous les documents originaux avec moi, les documents de recherche, les échanges de mails avec les organisateurs du gala et l'invitation de la Fondation Vanguard que le professeur Dubois m'avait transmise. Maître Dupont s'est assis tranquillement, lisant chaque page sans manquer un seul détail. La lumière de la fenêtre se reflétait sur ses lunettes à monture métallique et rendait ses traits encore plus nets. « Vous avez pris les bonnes mesures », a-t-il acquiescé après près de 20 minutes de silence. Je vais procéder au dépôt d'une demande d'enregistrement complémentaire complète de droits d'auteur pour cette recherche avec des horodatages pour les versions imprimées et électroniques. Nous enverrons une lettre formelle demandant à la Fondation Vanguard de retirer son examen de la soumission de Manon Cartier pour violation de la propriété intellectuelle. J'ai légèrement pressé mes mains sur mes genoux. Et s'il continue à examiner ou à financer ? J'intenterai une action civile et demanderai des dommages et intérêts, a-t-il répondu de manière décisive. J'ai vu des cas comme celui-ci. Les gens supposent que, parce qu'il s'agit de membres de la famille, les choses peuvent être réglées par un coup de téléphone. Mais lorsque la partie lésée, c'est vous et que votre travail affecte à la fois votre réputation professionnelle et votre carrière à long terme, vous ne pouvez pas laisser passer. J'ai hoché la tête. Une partie de moi s'est sentie soulagée, et une autre partie s'est tendue d'une manière différente. Ce n'était plus simplement un conflit familial. C'était devenu une défense à grande échelle, non seulement de mes droits, mais de mon identité professionnelle. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un email à Éléonore Dubois du comité d'organisation du gala, demandant la vérification de ma paternité et de mes droits de parole pour l'événement. J'ai joint la confirmation juridique du cabinet d'avocats ainsi qu'une liste détaillée de documents prouvant l'origine de la recherche. 3 heures plus tard, Éléonore a répondu: « Nous avons reçu le dossier complet de la Dr Hélène et souhaitons réaffirmer que la présentation du gala sera exclusivement assurée par elle. Aucun co-orateur ni représentant ne sera autorisé sur scène, sauf si nous recevons une confirmation écrite directement de la Dr Hélène. Notre équipe logistique émettra un badge d'identification dédié et un bracelet de sécurité vert pour limiter l'accès aux coulisses. » J'ai relu ce message au moins 5 fois. Non pas parce que j'en doutais, mais parce que mon cœur n'était pas habitué à se sentir si clairement protégé. Cette nuit-là, je suis restée à mon bureau tard dans la soirée, révisant toute la présentation. J'ai divisé les diapositives en 2 versions complètes. L'une était la version authentique, chiffres exacts, chaque graphique et conclusion scientifique que j'avais passé 2 ans à construire. J'ai enregistré ce fichier sur une clé USB cryptée, les placer dans le coffre-fort de mon placard et les sauvegarder sur un compte cloud séparé protégé par un mot de passe de 24 caractères. L'autre version était un leurre, non frauduleuse, mais contenant des données non vérifiées, une structure inachevée et quelques points délibérément vides. À première vue, elle semblait plausible, mais quiconque tenterait de l'utiliser se heurterait rapidement à des lacunes logiques et à des connexions de données faibles. J'ai étiqueté ce fichier, Hélène-final-pas- encore, le genre de nom de fichier que Manon utilisait généralement lorsqu'elle enregistrait les documents des autres afin qu'ils soient faciles à trouver. J'ai laissé cette copie sur mon ordinateur portable personnel dans le dossier le plus évident. En même temps, j'ai changé tous mes mots de passe d'accès aux emails et au cloud et j'ai désactivé la synchronisation de tous les appareils inconnus. J'ai vérifié les journaux d'accès sur Google Drive et j'ai trouvé 2 connexions suspectes provenant d'adresses IP dans la région nord de Versailles où vit ma famille. J'ai signalé les 2 et envoyé un rapport à l'équipe technique de l'Institut en leur demandant de surveiller l'activité. Pour être absolument certaine, j'ai également envoyé le jeu de diapositives original à Éléonore avec une lettre de confirmation demandant qu'ils en impriment une copie papier et la conservent avec le personnel technique du lieu en cas de panne d'équipement ou de falsification délibérée. J'ai écrit: « Je veux que cette copie soit traitée comme la source faisant autorité. » Tout ce que je pouvais faire de mon côté avait été fait. Il n'y avait rien de plus à ajouter. J'ai éteint la lampe de bureau, mais je n'ai pas bougé de ma chaise. À travers la vitre,
la ville était toujours illuminée. Des éclats de gratte-ciel se reflétaient sur le Trocadéro comme des fils de lumière tissant la nuit. Je suis resté immobile pendant près d'une heure, sans réfléchir, sans planifier. C'était peut-être le silence rare avant que les choses ne s'accélèrent plus vite que prévu. Mais je n'étais plus perturbé. Je ne me préparais pas pour une performance. Je défendais une vérité, quelque chose que pendant des années d'autres avaient déformé, diminué ou prétendu ne pas exister. Et je conserverais la pleine autorité sur sa présentation. Le grand hall du grand historique s'illuminait sous les lustres de cristal. Chaque prisme fracturait une lumière douce en mille reflets sur le sol de marbre poli. Dehors, une pluie légère glissait le long des fenêtres, brouillant les lumières lointaines de la ville. À l'intérieur, des centaines d'invités investisseurs internationaux, représentants gouvernementaux, journalistes et dirigeants d'organisations à but non lucratif se mêlaient, se serraient la main, levaient leurs verres et échangeaient des cartes de visite brillantes. Je me tenais dans les coulisses, respirant profondément. La voix d'Éléonore m'est parvenue alors qu'elle vérifiait le micro et les dernières indications techniques. Le bracelet vert à mon poignet gauche était petit, mais il me semblait être le seul bouclier entre moi et les mains familières qui avaient depuis longtemps pénétré ma vie sans frapper. Mes yeux ont parcouru le rang des VIP. Mon père était assis droit, les mains croisées sur le ventre, observant la scène avec une expression froide et confiante. Ma mère se penchait, parlant à voix basse avec l'attaché de presse. Manon était assise entre eux, adossée, les jambes croisées, sirotant du champagne comme si elle était l'hôtesse de la soirée. Je ne suis pas sortie immédiatement. Selon le programme, le présentateur devait me présenter après une brève reconnaissance du Fonds de développement mondial. Tout avait été confirmé par écrit. J'avais vérifié jusqu'à la dernière ponctuation. Puis le présentateur a commencé, et maintenant, veuillez diriger votre attention vers la scène pour la présentation phare de la soirée, et s'est interrompu, maladroitement, prenant une feuille de papier que lui tendait un homme en costume gris qui venait de s'avancer au premier rang. J'ai reconnu cette silhouette. C'était mon père. Le présentateur a parcouru le papier, après un rapide coup d'œil, a poursuivi d'un ton hésitant, l'oratrice principale représentant l'Institut pour les politiques de développement durable, Manon Cartier. Des applaudissements épars ont suivi. Je suis resté immobile comme si l'air autour de moi s'était figé. Puis, en moins d'une seconde, une voix calme dans ma tête a chuchoté, « Ne fais rien. Laisse-les faire. » J'ai reculé d'un demi-pas et j'ai regardé. Manon s'est levée au milieu des murmures, souriant avec un charme travaillé, saluant les invités proches, balayant l'ourlet de sa robe vert profond alors qu'elle marchait vers le pupitre comme si ce chemin avait été fait pour elle. Les lumières ont illuminé son visage souriant. Elle a ouvert l'ordinateur portable déjà sur le pupitre, a trouvé le fichier nommé Hélène-final-pas-encore.ppptx et a appuyé sur lecture avec confiance. J'ai gardé les yeux sur l'écran projeté derrière elle. La première diapositive est apparue, le titre correct, la police correcte, le design gris et vert de bon goût que j'avais choisi, mais le petit pied de page où je mettais normalement mon nom et mon titre indiquait maintenant, données collectées par le groupe d'auteurs en cours de vérification. Elle ne l'a pas remarqué. Merci d'être avec nous ce soir, a commencé Manon d'une voix posée. Je suis Manon Cartier et je suis ici au nom de l'équipe de recherche pour présenter nos dernières découvertes sur l'impact des mécanismes d'allocation budgétaire durable dans les régions post-pandémiques. Je me suis rapprochée des coulisses, silencieuse, observant les expressions des gens dans le public. Elle est passée à la deuxième diapositive, un graphique défectueux. La colonne de 2022 avait été compressée, tandis que celle de 2023 était exagérée à un degré irréaliste. Quiconque avait lu le document original aurait immédiatement repéré l'écart. J'ai entendu quelques légers toussements. Un homme au deuxième rang s'est penché vers son voisin et a chuchoté. Manon a continué. Sur la base de cette analyse, a-t-elle dit, nous recommandons d'augmenter les investissements dans l'éducation communautaire dans les départements dont la croissance du PIB est supérieure à 3,5%. J'ai vu le directeur du fonds Newbridge, l'un des principaux donateurs, froncer les sourcils. Dans mon analyse originale, j'avais soutenu le contraire. Verser des fonds à ce groupe élargirait les écarts d'allocation et ne produirait pas de rendements efficaces. Manon a hésité lorsqu'un graphique ne s'est pas affiché comme elle s'y attendait.
La diapositive a mal fonctionné parce que les données de fond avaient été supprimées. Elle a regardé l'écran, a tapé 2 fois sur le clavier et a ri d'un sourire d'excuse. Désolé pour le problème technique. Je vais l'expliquer verbalement. Des murmures se sont répandus. Quelqu'un de l'équipe de production a balayé la salle du regard comme s'il cherchait une solution. J'ai vu Éléonore s'avancer des coulisses, parler brièvement avec le technicien audio. À un moment donné, Manon a mal nommé le modèle que j'avais développé. Elle l'a appelé « rapport d'entrée équilibré », alors que le titre correct est « cadre de flux équitable », qui avait été cité dans les 3 derniers numéros de revues académiques. Un conseiller politique à une table à droite s'est penché vers son collègue et a demandé « Ce n'était pas un ouvrage d'Hélène Cartier ?» À ce moment-là, j'étais sortie de l'ombre et j'avais marché vers Éléonore. Elle m'a regardé, a hoché légèrement la tête et a fait signe à un membre du personnel tenant un microphone auxiliaire. Personne ne m'a arrêté. Le bracelet vert à mon poignet gauche a capté la lumière de la scène au coin du sol. Alors que je me tenais au bord de la scène, Manon venait de terminer une description générale et fade des impacts macro. Elle ne m'avait pas vue. Elle tâtonnait pour la diapositive suivante quand l'écran est soudainement devenu noir. Éléonore s'est avancée avec le microphone. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Nous devons clarifier quelque chose pour garantir l'exactitude de l'événement. Sa voix était claire, calme, et elle a fait taire la salle. La présentation principale de ce soir n'a été autorisée que pour un seul orateur. Cet orateur a soumis la recherche originale, a enregistré les droits de propriété intellectuelle et a obtenu le contrôle d'accès à la scène. Cette personne est la docteure Hélène Cartier. La salle s'est tournée vers moi alors que je montais les marches de la scène. Manon s'est retournée. Son visage est devenu pâle. Elle serrait toujours la télécommande, mais son calme l'avait quittée. Je ne l'ai pas regardée. Je me suis tenue au pupitre, les mains posées sur le bord comme pour ancrer ma voix. En bas, j'ai croisé les yeux d'Éléonore, les yeux de quelqu'un qui venait de m'aider à tenir la dernière ligne de défense. J'ai compris alors que la vraie présentation ne faisait que commencer. Je suis restée quelques secondes au microphone, regardant le public se calmer comme l'eau après une pierre. Manon est restée instable au bord de la scène, sa main serrant le déclencheur comme une brindille au vent. Sous les lumières, son visage était crispé, ses lèvres pressées comme si elle ne pouvait toujours pas accepter ce qui se passait. J'ai ajusté le micro. Je n'ai pas eu besoin de forcer ma voix. Le ton était suffisamment ferme pour traverser les murmures restants. Mesdames et messieurs, ai-je commencé, mes yeux croisant ceux d'Éléonore dans les coulisses, puis balayant le premier rang où mes parents étaient assis. Ma mère tenait la main de Manon. Mon père gardait son expression neutre comme s'il avalait quelque chose. Je m'excuse pour l'interruption. Il semble y avoir eu un malentendu concernant le présentateur autorisé pour la présentation de recherche de ce soir. J'ai glissé ma main dans la poche de ma veste et j'ai tendu la clé USB préchargée au technicien qui attendait. Il a hoché la tête, l'a branchée au système, et je suis retournée au pupitre, sentant le verre froid sous mes doigts. Je suis Hélène Cartier, l'unique auteur du projet de recherche sélectionné pour être présenté à cette conférence. Toutes les données, modèles, analyses et recommandations politiques sont le résultat de plus de 2 ans de travail de ma part et de mes collègues de l'Institut pour les politiques de développement durable. L'écran derrière moi est passé à la première diapositive de la présentation officielle. La structure était nette, le titre en gras clair, cadre de flux équitable, un nouveau modèle pour l'allocation budgétaire durable. Mon nom est apparu en dessous avec mon rôle, la date d'achèvement et la référence de publication officielle. J'ai remarqué Monsieur Dupont de Global Finance se pencher vers son collègue et murmurer. Le murmure n'était plus du scepticisme. C'était l'éveil de la reconnaissance. J'ai poursuivi, au cours des 2 dernières années, nous avons analysé les budgets de 16 départements à faible densité de population et avec un indice de pauvreté multidimensionnel dépassant 30% pour déterminer si les systèmes d'allocation budgétaire actuels répondent réellement aux besoins de développement durable. La conclusion, comme vous le verrez dans ce cadre, est tout à fait le contraire. J'ai avancé à la 2e diapositive et les graphiques se sont affichés avec des chiffres précis, pas de colonnes gonflées, pas de notes vagues. Chaque ligne de tendance était accompagnée d'un exemple concret.
Dans le Nord en 2021, le financement de l'éducation a augmenté de 12%. J'ai montré un graphique. Cependant, seulement 2% de cette somme a réellement atteint les zones rurales à fort taux de décrochage scolaire. En revanche, la Bretagne a réduit son budget total de santé de 5% tout en obtenant une meilleure efficacité d'allocation grâce à un mécanisme d'audit local. La différence n'est pas la quantité d'argent disponible, mais la façon dont l'argent circule. La salle est devenue silencieuse, les yeux rivés sur la projection. Je pouvais sentir un changement dans l'atmosphère, comme si chaque personne là-bas reconsidérait une conclusion qu'elle avait cru établie. J'ai parcouru chaque élément de la proposition de réforme en utilisant des indicateurs comparatifs pré- et post-pandémiques et les micromodèles que j'avais simulés avec un logiciel d'analyse spécialisé. Tout s'est déroulé logiquement et dans l'ordre. Le directeur du fonds d'investissement social a hoché doucement la tête en accord avec chacun de mes points. Un journaliste du Monde à la table extérieure avait déjà commencé à prendre des notes. Lorsque j'ai terminé la présentation principale, je suis passé aux recommandations politiques. Je ne suis pas ici simplement pour rapporter des résultats. Je suis ici pour proposer une nouvelle approche, un cadre budgétaire qui n'est pas motivé par des intérêts politiques ou des relations d'entreprise, mais conçu autour de données objectives et des besoins réels des communautés. J'ai fait une pause de quelques respirations pour laisser la phrase pénétrer dans la salle car, la durabilité n'est pas un slogan. C'est une responsabilité et la responsabilité ne peut être déléguée à quelqu'un d'autre. Les applaudissements ont commencé sur le côté gauche de la salle où des représentants d'organisations de la société civile locale étaient assis. Ils se sont répandus comme une vague jusqu'au rang du fond. J'ai incliné légèrement la tête, reculé du microphone juste au moment où Éléonore est montée sur scène, a posé sa main sur mon épaule avec un regard chaleureux et fier. Manon était toujours là, ne quittant pas la scène. Ses yeux montraient à la fois incrédulité et douleur. Pour la première fois pendant la présentation, je les regardais. Il n'y avait pas de colère, pas d'amertume, seulement une reconnaissance claire. Chacun a sa place légitime, et j'étais à la place que j'avais tant travaillé à mériter. Éléonore a pris le microphone et a annoncé la suite du programme. La salle était encore animée, mais je suis descendu de scène avec des pas qui n'étaient plus accablés par le doute. Dans le couloir derrière la scène, un membre de l'équipe logistique m'a rendu ma clé USB. Je l'ai mise dans mon sac juste au moment où mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu disait « Nous avons été très impressionnés par votre présentation. Nous aimerions vous rencontrer pour discuter de la possibilité de mettre en œuvre ce modèle en Afrique de l'Est. » J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai souri doucement. Non pas par vanité, mais parce qu'enfin ma voix avait traversé les autres voix qui l'étouffaient. Non par la force, mais par une valeur authentique. Après ma présentation, l'énergie dans le hall était toujours élevée. Des gens se levaient, certains se serraient la main, quelques-uns ont demandé à prendre des photos avec moi pour immortaliser la présentation la plus mémorable de la soirée. Alors que le vice-président du fonds Catalyst chuchotait au premier rang, mon père a discrètement tiré un mouchoir à son front. Ma mère ne pouvait plus garder son calme habituel. Ses yeux balayaient la pièce, cherchant une sortie de la scène qu'il venait de voir. Une scène qu'il ne s'attendait probablement pas à voir se produire. Je ne les ai pas délibérément regardés. Je n'avais jamais trouvé cela si facile de ne pas le faire. Tout ce qui devait être vu avait été prouvé par ma conférence, par les chiffres, les graphiques, les modèles, l'attention et les applaudissements soutenus qui ont suivi. Je n'avais plus besoin d'aucun signe d'approbation de ma famille pour savoir que ce que je faisais était juste. Alors qu'Éléonore, une représentante du Fonds de développement mondial, et moi entrions dans le couloir au-delà du hall, j'ai vu Manon debout près d'un groupe de journalistes. Elle n'a rien dit. Son regard évitait de rencontrer celui de quiconque. Sa main serrait son téléphone comme si elle cherchait une excuse pour partir. Mais personne ne l'entourait comme avant. Les visages qui avaient autrefois souri à Manon lors de réunions précédentes semblaient maintenant froids, voire méfiants. Peu de temps après, les organisateurs ont publié un communiqué officiel par les haut-parleurs du lieu et via un bulletin électronique envoyé à tous les invités. Nous tenons à préciser que l'intégralité de la présentation du gala de ce soir intitulé « Cadre de flux équitable » est l'œuvre de recherche indépendante de la Dr Hélène Cartier.
toute référence à d'autres individus comme co-auteur manque de base vérifiable et est considéré comme une fraude académique. Nous avons documenté l'incident et prendrons des mesures internes pour préserver l'intégrité de l'événement. J'ai lu l'annonce sur le téléphone qu'Éléonore m'a tendu et j'ai légèrement hoché la tête. Elle m'a doucement serré l'épaule, ses yeux tranquillement pleins de confiance. Peu de temps après, j'ai été invitée à une brève réunion avec des représentants du fonds Ashcroft, l'un des plus grands sponsors du gala. Ils avaient initialement prévu une discussion sur une collaboration potentielle pour mettre en œuvre le modèle en Arizona. Lorsque la réunion a commencé, les premiers mots du directeur du fonds ont été « Nous regrettons de vous informer que nous suspendons tout financement lié aux initiatives proposées par la famille Cartier. Après ce qui vient de se passer, nous ne pouvons pas poursuivre un partenariat avec une entité impliquée dans la falsification de la propriété intellectuelle. » Je n'ai pas été surprise. J'ai simplement hoché la tête et les ai remerciés d'avoir traité l'affaire de manière transparente et équitable. Après cette réunion, je suis retournée à la zone d'accueil pour récupérer mes affaires avant de partir. Manon était toujours là, assise tranquillement sur un canapé près de la fenêtre. Ma mère se tenait à côté d'elle, les bras croisés, le visage plus sombre que je ne l'avais jamais vu. Alors que je passais, elle a parlé, « Hélène. » Je me suis arrêtée, non pas parce que je voulais une conversation, mais parce que je comprenais que certaines choses devaient être dites à voix haute, même tardivement. Elle a hésité, nous ne pensions pas que cela irait si loin. Nous voulions seulement t'aider à mieux présenter. J'ai regardé droit dans ses yeux. Pas de colère, pas de froideur, juste une lassitude qui s'était cristallisée en calme. Personne n'aide une autre personne en lui prenant sa voix. Ma mère a baissé la tête. Manon n'a toujours rien dit. Elle a simplement regardé les escarpins émeraudes. La même paire dont elle avait posté des photos sur Instagram avec la légende, prête à monter sur la grande scène. Maintenant, l'éclat de ces détails semblait un masque décollé sous une vraie lumière. Mon père se tenait à une courte distance. Alors que je passais devant lui, nos regards se sont croisés. Il n'a pas parlé. Il a seulement fait un léger hochement de tête, une reconnaissance qu'il ne pouvait plus éviter. J'ai quitté l'hôtel avec Éléonore et un représentant des Nations Unies qui avait déjà organisé une réunion pour la semaine prochaine à Genève. Les portes tournantes se sont refermées derrière moi comme un chapitre qui se clôt. Pas de drame, pas de regret, juste un vaste espace devant moi où je pouvais avancer sans que personne ne me coupe pour voler la lumière. Ce soir-là, seul dans mon petit appartement parisien, j'ai ouvert mon ordinateur portable et relu les diapositives que j'avais présentées. Non pas pour vérifier les erreurs, mais pour apprécier pleinement quelque chose que je ne m'étais pas permis de croire pendant si longtemps, je n'ai pas besoin de partager la scène pour être aimée. J'ai juste besoin d'être moi-même, entière et complète. Mon téléphone a vibré. Un email du Fonds de développement mondial disait « Nous remercions sincèrement la Dr Hélène pour votre présentation perspicace et honnête. Nous avons reçu la proposition formelle de notre équipe technique et procédons à la mise en œuvre de votre modèle dans 3 pays d'Afrique de l'Est. Veuillez vous préparer à voyager dans 3 semaines. » J'ai fermé l'ordi portable, me suis adossée à ma chaise et j'ai fermé les yeux brièvement. Dehors, la ville vibrait comme si aucun gala ne l'avait jamais interrompue. Mais en moi, quelque chose avait été purifié. Il ne s'agissait plus de ma famille changeant anxieusement, ni d'attendre qu'il se transforme. Il s'agissait enfin d'être vu. Non pas à travers un nom ajouté, non pas à travers quelqu'un qui se tient devant moi, mais par moi-même, à travers la vraie valeur de mon travail, de mon intellect, et d'une fermeté que personne ne pouvait remplacer. 6 mois après ce gala mémorable, je me tenais dans le grand hall de l'Assemblée générale au siège des Nations Unies à New York, un lieu qui a accueilli des centaines de chefs d'État, de décideurs politiques de haut niveau et les plus grands esprits de l'économie mondiale. Derrière moi, un mur de verre donnait sur l'East River. Devant moi, des rangées de sièges étaient alignées avec des pancartes portant les noms de pays. Je me suis avancée vers le pupitre dans une tenue simple mais solide, un tailleur gris anthracite ajusté et des chaussures noires polies, d'une coupe classique. Pas de robe de soie, pas de paillettes, pas d'éclairage artificiel. La seule chose qui scintillait était le regard attentif de ceux qui attendaient que je parle. Distingué invité, ai-je commencé, ma voix stable dans le microphone sans fil clipsé à ma poitrine.
Il existe des modèles budgétaires que nous utilisons encore comme des structures de fer rouillé. Elles étaient autrefois adaptées, mais elles se sont corrodées, non par manque d'argent, mais parce qu'elles manquent de flexibilité et de capacité à répondre aux besoins réels des gens. J'ai parlé pendant 30 minutes, citant des données de plus de 10 pays en développement, proposant 3 modèles d'amélioration fiscale et offrant 2 exemples concrets de projets que je venais de mettre en œuvre avec le PNUD en Afrique de l'Est. À chaque graphique qui apparaissait, les délégués de diverses missions hochaient la tête et les journalistes se penchaient sur leur carnet. À la fin, lorsque j'ai conclu en appelant à un système financier qui écoute au lieu de simplement gérer, la salle est devenue silencieuse puis a éclaté en applaudissements. J'ai salué mes remerciements en descendant de la scène. Shoko Tanaka, chef des finances publiques aux Nations Unies, s'est avancée et m'a serré la main fermement. Votre discours était inestimable, a-t-elle dit. Vous n'avez pas seulement offert des solutions. Vous avez inspiré une façon de faire de la politique moins axée sur le pouvoir et plus sur la compréhension. J'ai hoché la tête, incapable de cacher mon sourire. Les mois avaient laissé peu de temps à la réflexion. Mon emploi du temps était chargé. Réunion matinale avec le PNUD, briefing l'après-midi avec le Conseil économique africain, interview le soir avec la BBC ou CNN sur le livre que je venais de publier, La finance communautaire, de la théorie à l'équité. Le titre n'était pas Tape à accent grave-l'œil, pourtant il a été traduit en 6 langues en 4 semaines. Le programme de 3e cycle de la Sorbonne a ajouté le chapitre 3 à ses lectures obligatoires pour le semestre à venir. Mais ce qui me soulageait le plus n'était pas la reconnaissance extérieure. C'était le sentiment qu'enfin je pouvais marcher sans porter l'ombre de quelqu'un d'autre. Je me suis souvenu d'un récent dîner dans mon nouvel appartement parisien, un endroit simple avec un balcon donnant sur le parc des Buttes-Chaumont. Mes parents sont venus me rendre visite. L'atmosphère était prudente. Ma mère avait apporté les lasagnes que j'adorais enfant, et mon père avait soigneusement complimenté un livre qu'il disait avoir feuilleté sur Amazon. Au milieu du repas, ma mère a posé sa fourchette. « Hélène, assistes-tu bientôt à des conférences nationales ? Pourrions-nous venir avec toi ? » J'ai levé les yeux. Mon père a regardé par la fenêtre, évitant mes yeux, ses doigts tordant le verre comme pour se maintenir. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je les ai regardés tous les deux longuement. Des souvenirs d'interruption, de remplacement et d'être remodelés de manière que je n'avais jamais accepté ont tranquillement déferlé sur moi. Puis j'ai posé ma cuillère et j'ai parlé doucement mais fermement, si vous voulez vraiment m'accompagner, vous devez d'abord apprendre à écouter. Non pas écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre. Personne n'a parlé après cela. Mais dans le silence, j'ai senti pour la première fois que mes parents avaient réalisé ce qui avait été perdu. Non pas à cause de ce que j'avais fait, mais à cause des choix qu'ils avaient autrefois cru justes. Je ne suis pas en colère contre eux. Je ne cherche pas d'excuses. J'ai simplement besoin qu'ils me voient. Non pas à travers le regard de Manon, non pas à travers de vieilles attentes, mais telle que je suis, une personne indépendante et complète. Ce soir-là, après l'événement des Nations Unies, j'ai quitté la salle avec des représentants de 3 pays asiatiques qui envisageaient d'appliquer le modèle d'allocation que j'avais proposé. En marchant dans un couloir de marbre avec des lumières de plafond inclinées, j'ai pensé à la scène du gala 6 mois plus tôt. Les mêmes lumières, les mêmes personnes attendant d'entendre quelque chose de valeur. Mais je ne marchais plus avec hésitation. Je ne marchais pas non plus avec quelqu'un à mes côtés pour prendre une partie de l'éclat. En sortant du hall principal, les portes tournantes se sont refermées derrière moi, et mon reflet a brillé sur l'acier poli, seul, ne tenant la main de personne. Pourtant, ma silhouette était pleine et claire. J'ai souri. Aucune gloire extérieure ne vaut plus que la lumière qui vient de l'intérieur. Et aucune victoire n'est plus ferme que de vivre soi-même sans demander la permission, sans attendre la validation de qui que ce soit. Je ne sais pas quand vous entendrez cette histoire. Peut-être pendant votre trajet, pendant une pause café tranquille, ou dans un moment de réflexion de la journée. Si mon histoire vous incite à faire une pause et à réfléchir au moment où vous avez été éclipsé, mis de côté de ce qui vous appartenait légitimement, alors peut-être avons-nous plus en commun que nous ne le pensions. Avez-vous déjà été dans ma position ? Quand ceux qui vous sont le plus proches vous ont fait douter de votre propre valeur, quand un projecteur destiné à vous est nonchalamment pris par un autre. Je n'attends de personne qu'il réponde pour moi.
Je veux seulement vous inviter à partager vos pensées. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Pardonneriez-vous? Garderiez-vous vos distances? Ou essaieriez-vous de renouer, mais à des conditions plus claires? Laissez un commentaire sous la vidéo. Je lirai chaque ligne car je crois que chaque histoire, qu'elle soit silencieuse ou bruyante, mérite d'être entendue. Et si vous voulez continuer le voyage avec moi pour entendre d'autres histoires vraies et émouvantes sur la famille, la lutte pour être vue, entendue et vivre authentiquement, veuillez vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup plus que je veux vous raconter sur ce qui se passe après que les lumières de la scène s'éteignent, après que les portes se ferment, et sur la façon dont, quoi que nous traversions, nous pouvons retrouver notre propre voie. À la prochaine.